Voici la partie 3 du chapitre 0 de mécanique des fluides et qui constitue une révision de statique des fluides de PCSI. Donc après le grand 1 qui était qui était la présentation de certains préliminaires mathématiques, le grand 2 qui revenait sur quelques généralités et notamment l'échelle mésoscopique, le lien intégral entre l'échelle macro et l'échelle méso. Parlons un petit peu, faisons un bilan des forces sur un volume élémentaire de fluide au repos. Je vous rappelle que dans le chapitre de statique des fluides, fondamentalement, on va prendre un cube élémentaire de fluide, le même par exemple que j'ai utilisé pour définir la masse volumique tout à l'heure, et on va faire un bilan des forces qui agissent sur ce cube élémentaire de fluide, et on va dire qu'au repos, voilà, la somme des forces, c'est le vecteur nul. D'accord? Voilà, et on va tomber sur ce qu'on appelle la relation fondamentale de la statique des fluides. Voilà, bon. Le mot fondamental a été un petit peu usurpé, mais voilà, c'est souvent comme ça qu'on voit apparaître cette formule, qu'on la dénomme. Et donc, là, dans ce grand 3, on va juste faire un bilan des forces. Je vous rappelle aussi que la relation fondamentale de la statique des fluides, c'est pas juste le PFD, la deuxième loi de Newton en statique, c'est la deuxième loi de Newton par mètre cube. C'est-à-dire qu'on va écrire la deuxième loi de Newton en un point de l'espace. Et donc, on va écrire une formulation locale de la deuxième loi de Newton pour un fluide au repos. Et c'est finalement, je crois, la seule équation locale que vous avez vue en PCSI, c'était votre première équation locale. Cette année, on va en voir plein, on va quasiment bosser qu'avec des équations locales. Bon, il y aura toujours les copies d'intégrales à côté, qu'on verra aussi, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les lois de la physique, on va les énoncer de manière intégrale et de manière locale. Voilà. Donc, dans ce grand 3, non seulement on va faire le bilan des forces qui agissent sur un élément de volume de fluide de repos, mais en plus on va chercher à exprimer ces forces par unité de volume, parce que c'est clairement en newton par mètre cube qu'on va les retrouver dans la relation fondamentale de la statique, qui est un petit peu notre objectif voilà, de calcul. Alors, bon, vous savez que, vous imaginez ce petit cube, vous savez qu'il y a deux forces fondamentalement qui agissent sur ce petit cube. Il y a la pesanteur sur Terre. Évidemment, dans ce chapitre, on supposera que le champ de pesanteur est uniforme à l'échelle du fluide. Voilà, c'est pas une hypothèse tirée par les cheveux, c'est approximativement vrai et même assez bien vérifié numériquement, même à l'échelle de l'atmosphère terrestre. Et puis il y a aussi comme autre force, voilà, vous avez un petit cube, ce petit cube à 6 faces, et bien vous avez 6 forces de pression exercées par le fluide environnant sur votre système cubique élémentaire. Et ces 6 forces de pression, ça donne une force de pression totale, et voilà, donc on a comme ça le poids de notre système élémentaire, de notre volume élémentaire, et plus 6 forces de pression élémentaires. Voilà. Eh bien, on va commencer déjà par réviser la définition de la pression. Pareil, si là, le but en blanc, je vous demande quelle est la définition de la pression, ce qui vient tout de suite à l'esprit en général, c'est la définition qu'on a vue dans le secondaire, c'est on a une surface, un fluide, voilà, vous avez un fluide dans un récipient, vous considérez une surface de la paroi du récipient à l'intérieur, et vous dites, le fluide exerce une force F exerce une force F sur la surface S, et la pression, c'est F sur S. D'accord? Alors là, pareil, au niveau des unités, ça fonctionne, mais vous le savez, sur une surface macroscopique, il n'y a pas de raison que la pression soit uniforme, soit la même en tout point. Et donc, fondamentalement, il faut aussi définir la pression à l'échelle mésoscopique, comme la masse volumique. Bien, le problème, et c'est ce qu'on voit dans cette formule-là qui définit la pression, c'est que la pression, ça fait le lien entre deux vecteurs. C'est une relation un peu moins simple que ce qu'on a vu pour la masse volumique. Et clairement, la définition de la pression, c'est cette formule, mais sans dessin, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc, allons-y, faisons un dessin. Alors, voilà le dessin que je vous propose. On a ici une enceinte qui contient un fluide, et on isole ici un élément de surface, une surface élémentaire de la paroi de l'enceinte. D'accord? Eh bien, vous savez que le fluide exerce une force de pression sur cette surface.
Vous savez que cette force de pression, elle pousse, hein, d'accord? Elle est orientée du fluide vers la paroi. Cette surface étant élémentaire, elle est très petite, elle est infiniment petite, la force également. Et la pression apparaît justement dans cette relation entre le vecteur force et puis la surface élémentaire. Bon, on sait justement qu'à l'échelle mésoscopique, mais encore une fois, ça vient de la définition de l'échelle mésoscopique, hein, où les grandeurs intensives y sont uniformes, eh bien, cette force, elle est proportionnelle à la surface. Donc c'est ça la définition de la pression ici. La pression apparaît comme étant ce coefficient de proportionnalité finalement entre la surface considérée et la force qui s'y applique. Alors attention, la force est un vecteur, donc voilà, quand je parlais de proportionnalité, je parlais de la norme, hein, de la force, d'accord? Mais il est clair que dans cette expression, j'ai une force ici, j'ai un vecteur, il me faut aussi une flèche, il me faut aussi un vecteur de l'autre côté. Alors, de toute façon, on connaît toujours la direction et le sens de la force de pression df flèche. D'accord? Alors, elle est suivant la normale à la surface. D'accord? On sait qu'elle est toujours perpendiculaire à la surface et du fluide vers la surface. Donc ici, la direction et le sens de la force de pression, je l'ai symbolisé sur mon dessin par un vecteur normal à la surface, petit n flèche. Et il s'avère que si j'oriente la normale de ma surface, hein, vous savez que la normale à une surface, ça vous donne la direction, on sait que c'est orthogonal, mais après on peut choisir le sens. Là j'ai pris un vecteur normal vers la droite, j'aurais pu prendre un vecteur normal vers la gauche, ça c'est arbitraire. Bon ici, comme je sais que la force pousse vers la droite, j'ai pris le vecteur normal dans le même sens, ce qui fait que d'une certaine manière j'ai un signe plus ici, alors je le mets pas mais je pourrais le mettre. Si j'avais pris le vecteur normal dans l'autre sens, eh bien j'aurais eu un signe moins si j'avais pris un autre vecteur normal. Ça, c'est vraiment une question de convention. Donc ça, selon la situation dans laquelle on se place, eh bien, il peut y avoir un moins ou un plus dans cette relation entre la force, le vecteur force de pression, et puis la pression. Alors, vous le savez, en général, on met, donc là, le plus ou moins, je viens de vous expliquer d'où il vient, en général, vous savez qu'on met cette flèche dans la surface élémentaire, hein, c'est-à-dire que ds flèche, c'est tout simplement ds fois le vecteur normal. Ok? On met ces deux informations dans le même objet mathématique et on définit une surface vectorielle. Ok? Le point M, hein, ce que j'ai fait apparaître un point M où était évaluée la pression, vous savez, c'est un point M sur la surface. D'accord? Alors pareil, je le mets partout, peu importe, ne vous inquiétez pas, mettez le point M sur la surface. En général, on le met sur une extrémité ou au milieu. Ça n'a pas d'incidence sur les raisonnements par la suite. Hein, vous verrez, on fera ça tranquillement. Donc voilà, il faut faire un dessin, et à ce moment-là, l'équation prend tout son sens. Okay, que la pression, c'est quelque chose de moins facile à définir que la masse volumique, parce qu'il y a des flèches, parce qu'il y a des vecteurs. Parce que ça fait le lien entre une force, qui est un vecteur, et une surface, qui est un scalaire. Et on remarque bien, ne confondez pas force de pression, une grandeur vectorielle, et la pression, qui est une grandeur scalaire. Je vous rappelle que, comme on connaît toujours la direction et le sens de la force de pression, on peut toujours s'arranger pour définir la pression comme une grandeur positive. D'accord? Donc la pression, pour nous, sera toujours positive. Alors, au niveau des unités, vous le savez, on a des newtons ici, on a des mètres carrés là, donc là, la pression, c'est par définition des newtons par mètre carré, et vous savez qu'on donne un mot à cela, ça s'appelle Pascal. Bien, je reviens au PDF, vous avez ça dans l'encadré, hein, mais j'insiste, cette formule sans dessin ne veut rien dire. Il faut bien faire le dessin, et ça en colle, je demanderai au colleur de vous demander de définir proprement la pression, à l'échelle mésoscopique, à partir d'un dessin, et qui fait le lien entre un vecteur à gauche et un vecteur à droite. Ok. Voilà, bon, les unités de pression, vous connaissez, fondamentalement c'est le pascal, des newtons par mètre carré, on utilisera très souvent le bar, qui correspond à peu près à la pression atmosphérique au niveau du sol, donc 10 puissance 5 pascal. Bon, les 76 cm de mercure, ça c'est quelque chose qu'on n'utilise plus, on va pas remettre à mercure, normalement tous disparus des maisons et des appartements, parce que le mercure c'est un peu toxique, on va dire, quand on met les doigts dedans, si ça se casse, voilà. Donc on n'utilisera pas cette unité-là. Alors,
Alors ça c'est bien joli, vous voyez qu'on définit la pression à partir de la force exercée par le fluide sur une paroi. Mais vous savez très bien qu'on peut définir la pression à l'intérieur d'un fluide, au sein d'un fluide, où il n'y a pas de paroi. Alors, comment donner du sens à la pression au sein d'un fluide? Voilà, je reviens au manuscrit. Bah, imaginez-vous voilà, un point ici, un point M, on pourrait dire là au sein du fluide. Pour comprendre un petit peu ce qu'est la force de pression, vous imaginez, ça c'est dans votre tête, hein, vous imaginez deux tranches de fluide qui se touchent au niveau du point M, d'accord? Et ben, tout simplement, la pression au niveau du point M, eh bien, alors j'ai pris deux tranches ici de surface élémentaire, hein, voilà, je les ai faites un peu grosses, mais imaginez que c'est une surface de contact élémentaire, eh bien la pression au niveau du point M, c'est le coefficient de proportionnalité entre la force de pression exercée par la tranche gauche sur la tranche droite, voilà, vous mettez les flèches correctement, et inversement, évidemment, c'est aussi relié à la force exercée par la tranche droite sur la tranche gauche. Donc vous voyez que à l'échelle mésoscopique, au sein d'un fluide, en découpant le fluide en tranches élémentaires, comme ça, on peut donner du sens à la pression au sein d'un fluide. Bon, c'est à l'échelle microscopique que c'est un peu plus délicat, et je pense qu'on verra quand je vous ferai une petite vidéo pour expliquer ce que c'est que la pression à l'échelle microscopique, quand je vous expliquerai pourquoi fondamentalement la viscosité d'un fluide en mouvement est reliée à un phénomène de diffusion de quantité de mouvement à l'échelle microscopique. Bon, parce que la pression, c'est aussi relié à la notion de diffusion de quantité de mouvement à l'échelle microscopique. C'est un concept un peu délicat. Bon, c'est pas au programme, mais culturellement, je dirais un petit mot là-dessus. Mince, je me rends compte que j'avais pas affiché à l'écran le manuscrit, donc voilà le petit dessin que j'ai fait, hein. Voilà les deux tranches élémentaires qui se touchent au niveau d'un point M au sein du gaz, enfin au sein du fluide, pardon. Voilà, et donc je disais que la pression en ce point M au sein du fluide, ben, c'est ce qui permet de relier la force de la tranche de gauche sur la tranche de droite, mais aussi la force de la tranche de droite sur la tranche de gauche. Voilà, c'est la force par unité de surface. Voilà. Deux autres points importants concernant la pression au sein d'un fluide. Si vous mettez une surface sensible à la force de pression, c'est-à-dire ça peut être une surface d'un capteur de pression, vous mettez cette surface d'un capteur de pression au sein du fluide, et bien il s'avère que quel que soit en un point du fluide, vous mettez cette surface qui cherche à mesurer la pression, vous la mettez au sein du fluide, quelle que soit l'orientation que vous donnez à cette surface en un point M, elle mesurera toujours la même chose. C'est-à-dire que la pression au sein d'un fluide en un point M, elle est définie, et quand vous mettez une surface au niveau de ce point M dans le fluide, quelle que soit l'orientation que vous donnez à cette surface dans le fluide, elle mesurera toujours la même force de pression. D'accord? Alors ça vient à l'échelle microscopique de l'isotropie du mouvement des molécules, puisque vous savez que la pression, c'est finalement, enfin, les forces de pression, c'est la résultante des chocs des molécules, des atomes sur les parois. D'accord? Alors ça, ce lien entre micro et macro, j'insisterai pas dessus, vous en avez parlé un petit peu, hein, de la pression cinétique, etc. Dans le chapitre gaz parfait en première année, je vais pas trop revenir sur ce sujet. Et un autre point important statique, la pression est une grandeur continue de l'espace quand on traverse une interface. Hein, quand vous passez de l'air à l'eau, voilà, vous avez un verre d'eau, vous avez un niveau, la surface libre de l'eau. Quand vous passez de l'air à l'eau, comme ça, eh bien, il n'y a pas de saut de pression. Ok? Je vais faire peut-être un petit dessin. Voilà, vous avez ici un verre d'eau, comme ça. Vous avez de l'eau là en dessous. Eh bien, quand vous passez d'un point au voisinage de la surface libre, mais dans l'air, à un point au voisinage de la surface libre, mais dans l'eau, d'accord? Eh bien, lors de ce passage, il n'y a pas de saut de pression, la pression est continue. Voilà. Alors ça, il y a des exceptions. Ça ne marche pas quand la tension superficielle est une force qui n'est pas négligeable dans la situation étudiée. Hein. Alors, ça c'est peu au programme, la tension superficielle, mais disons qu'une manifestation de la tension superficielle, c'est le ménisque
dans votre burette quand vous faites un dosage en chimie, d'accord? Le ménisque n'est pas plan, d'accord? Vous avez un petit creux, quoi, comme ça, d'accord? Et le fait que cette surface libre ne soit pas horizontale, comme la surface libre dans un verre d'eau, ben c'est justement parce qu'à l'échelle spatiale d'une burette, environ 1 cm de diamètre, eh bien la tension superficielle de l'interface eau, air vers les parois de la burette, eh bien n'est pas négligeable. La tension superficielle n'est pas négligeable. Disons que à chaque fois qu'on a une surface libre de l'eau dans l'air, hein, par exemple, qui est d'une taille supérieure, très supérieure à 3 mm, si je me souviens bien, c'est ce qu'on appelle la longueur capillaire, voilà, je crois que c'est 3 mm, et bien à chaque fois qu'on a comme ça une surface libre qui a une extension très grande devant 3 mm, et bien on peut négliger la présence de la tension superficielle, et c'est bien pour ça que le niveau de l'eau dans un lac ou dans votre verre, c'est un plan horizontal. Bien, passons maintenant qu'on a révisé un petit peu ce qu'on savait sur la pression au sein d'un fluide. On a donc fait un bilan des forces hein, sur ce petit cube élémentaire de fluide qu'on a isolé et pour faire PFD et dire somme des forces égale 0. Donc dans ce bilan des forces, on va à chaque fois pouvoir exprimer ces forces par unité de volume. On va montrer qu'en fait on peut toujours faire apparaître le volume dans l'expression de cette force, et donc ce qu'il y a devant ce terme de volume, bah, c'est une force volumique. Donc faisons-le pour la force de pesanteur. Alors, je retourne vers mon manuscrit, hop, ça c'est la partie 3.2, allons-y, hop, donc, voilà, je prends mon fameux système mésoscopique, hein, mon système, c'est sur lui que je fais un bilan des forces. Donc il a un volume d'étau, il est situé en un point M, quelconque dans le fluide, la force de pesanteur, alors qui est élémentaire puisque c'est un tout petit volume, bon, ça va être simplement la masse de ce système élémentaire, je vais noter dm comme d'habitude, fois g, le champ de pesanteur. Champ de pesanteur que je suppose uniforme à l'échelle du fluide. Bon, on sait que dm c'est rho d'étau, d'accord? Et donc vous voyez que je peux écrire cette force élémentaire sous cette forme-là. Je peux mettre d'étau en facteur. Ok? Et bien ça, le terme qui est en facteur du d'étau, c'est par définition ce qu'on va appeler une force volumique. Donc ici, je vais noter ça avec un petit f. Alors là, voilà, grand F, ce sera une force en newton, puis les minuscules, peut-être ici plutôt les forces par unité de volume. Donc voilà. Et on voit que l'expression de cette force volumique de pesanteur, c'est tout simplement ρ fois g. Ok? Voilà. Tac, ici. Voilà. Bon, au niveau des unités, c'est assez évident, d'accord? Vous avez, au lieu d'avoir mg, vous avez ρg, donc là, clairement, on a des newtons par mètre cube. Ça, c'est assez trivial à établir. Et bon, voilà, on a donc établi l'expression de la force de pesanteur volumique. On a dit que sur notre système, notre petit cube élémentaire, on avait aussi des forces de pression. Hein, il y a 6 phases, donc il y a 6 forces de pression élémentaires qui s'appliquent, et on va considérer la résultante, donc la force de pression totale sur notre système. Alors je ne vais pas refaire la démonstration que vous avez fait en sup, hein, mais vous avez montré que cette force de pression totale pouvait s'écrire de la manière suivante. Je reviens à mon manuscrit. Donc vous avez écrit que on avait ici force de pression, je peux même le dessiner, tenez. Voilà, vous avez ceci, ceci, ceci. Bon voilà, sur 3 faces, je ne dessine pas sur les 3 autres faces, mais vous avez compris l'idée. Eh bien, cette force totale des forces de pression, je vais mettre tot, comme ceci, et bien de la même façon, on peut montrer, ce que vous avez fait en première année, vous pouvez montrer qu'on peut montrer que c'est proportionnel à des taux, d'accord, enfin, la norme, hein, on
dit qu'un vecteur est proportionnel à un volume, vous comprenez que je ne parle pas de la flèche, mais de sa norme. Et vous avez ici devant un terme qui s'écrit, moins grade de P. Ok, voilà. La force volumique des forces de pression, c'est ce qu'il y a devant des taux par définition, d'accord? C'est ce qu'il y a devant des taux par définition, et c'est moins grade de P. Bon, je refais pas la définition, je refais pas, pardon, la démonstration de cette formule, mais c'est bien ça qu'on trouve, d'accord? Donc c'est là que vous aviez introduit le gradient en première année. Et vous vous rappelez, dans le grand 1, j'ai attendez, est-ce que je vais dire ça? Non, je vais pas ici invoquer l'interprétation physique du gradient, je le ferai tout à l'heure.